Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de Good Manufacturing Podcast. Alors avec moi, comme d'habitude, Arnaud. Salut Paul-Adrien, ça va très bien, écoute, ravi, je suis vraiment super content d'être là encore une fois, donc dans les starting blocks pour un débat et un échange super intéressant. Hey. Et du coup, avec nous pour parler de Lean Manufacturing, Shakir Jan. Alors Shakir, comment ça va ? Ah bah super. T'es bien préparé ? Bien préparé, bien détendu, à l'aise, ouais, ça va. Eh bien impeccable, je sens que ça va être un bon épisode parce que Lean et Industrie Pharma, y a du débat. Alors si tout le monde est prêt, je vous propose de commencer par ma petite news. Allez, super, ça c'est génial. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de CRISPR-Cas9 ? Ah mais c'est une protéine ça, non ? Ça me rappelle des vieux cours de la fac. C'est ça. Alors, il n'y a pas spécialement d'actualité intéressante, mais je voulais vraiment en parler parce que vous comprendrez pourquoi à la fin de ma news. Donc, en fait, CRISPR-Cas9, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler, c'est un véritable ciseau à ADN. Ouais, Donc, c'est une enzyme, une enzyme qui permet de couper le double brin avec une précision, le double brin d'ADN, avec une précision pratiquement infaillible. C'est vraiment un scalpel moléculaire. Alors en ce moment, il y a de la baston là-dessus, parce que on ne sait pas pour la primauté de la découverte. Donc il y a deux camps qui se battent. D'un côté, c'est ceux que je vais choisir de leur accorder, parce que voilà, je m'en fous. C'est donc Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna de l'université de Berkeley. Donc Emmanuelle Charpentier qui est française. Qui aurait du coup découvert en premier. Donc l'autre camp, ça serait le MIT et Harvard. Découvert quoi ? Découvert l'enzyme Non, découvert l'utilisation de CRISPR-Cas9 pour justement éditer l'ADN. Donc pour l'utilisation, c'est pareil. Alors là, sur Internet, j'ai lu tout et n'importe quoi. Qui a les droits d'exploitation ? Tout le monde se bat un petit peu. Je ne sais pas du coup qui va faire de l'argent avec ça. Mais du coup, ça va bon train. On le verra dans un instant. Donc CRISPR-Cas9, c'est donc un dérivé du système immunitaire bactérien qui, comme je l'ai dit, va couper la double hélice exactement où on le souhaite. Donc ensuite, une fois coupée, la cellule va essayer de réparer les dégâts et on peut alors introduire une mutation dans l'ADN. Ça, c'est l'utilisation de base. Après, il y a d'autres méthodes qui ont été dérivées de ça, qui se sont développées et maintenant, on peut supprimer un gène malade, remplacer par une séquence saine ou encore étudier la fonction précise du gène. Donc, contrairement aux autres méthodes qui existaient avant, celle-ci ne requiert pas de modification de l'enzyme. Tu changes l'ARN guide et du coup, la méthode est directement utilisable. Donc, c'est très peu coûteux et méga efficace. Cette méthode, elle est facile et rapide pour éditer le génome. Et donc, elle a des applications absolument fabuleuses. Donc, c'est-à-dire qu'on a des trucs très utiles, comme par exemple des nouvelles thérapies antibiotiques ciblées ou des thérapies géniques, par exemple pour lutter contre Alzheimer, certaines cécités rares, des cancers. Après, elle a d'autres applications qui peuvent être un peu moins plus lucratives, disons, comme faire des vaches sans cornes, améliorer des variétés de plantes pour les cultures, etc. Donc pour les rendre plus résistantes, pour les rendre un peu, etc. Et même des fois plus farfelues comme la résurrection des mammouths. Donc voilà, il y a des gens qui y pensent. C'est trop fort. Paul Adrien, je me pose des questions parce que c'est toujours été un peu un mystère pour moi les manipulations génétiques. Quand tu mets l'enzyme, ça se passe comment ? Tu prends une cellule, tu fais ça avec un microscope et tu regardes ce qui se passe, ou tu as un espèce de système automatique où tu mets ça dans un bocal et puis toutes les petites cellules là, elles se démerdent toutes seules. Voilà, c'est un peu ça en fait. Si tu veux, c'est une enzyme. Donc une enzyme, c'est une protéine qui va avoir une action. Et si tu veux, couplé à cette protéine, tu vas avoir en fait, si tu veux, comme un repère. Donc ton ADN, il est constitué de bases A, T, G, C. Et donc là, tu vas avoir une séquence qui va représenter la séquence que tu vas aller attaquer. Donc ton enzyme, elle va aller lire toute la suite de l'ADN. Et vu que c'est une enzyme, donc elle est extrêmement rapide à faire ça. Et hop, dès qu'elle va trouver la correspondance, ting, elle va se fixer et elle va couper
à un endroit prévu. Enfin, du coup, celui qui correspond à l'ARN que tu as chargé sur ton enzyme. D'accord. Et après, pour charger un nouveau gène, tu envoies une autre enzyme du même genre. Voilà, oui, ou voilà, ça après c'est plus compliqué, mais là en fait, si tu veux l'utilisation de base de cette enzyme-là, si tu veux, ça va la couper, et en fait, à force de la couper, la cellule, elle va faire des erreurs dans la réparation, ce qui va introduire des erreurs de carte de lecture de la synthèse de la protéine qui va pas, et donc ça va inhiber complètement. Super. Donc ça, c'était la première utilisation qu'on a utilisée pour faire, par exemple, pour certaines leucémies ou des choses comme ça, quoi. Donc, comme j'ai expliqué, je vous passe quand même un truc hyper fou qui s'est passé en 2018. Donc, il y a un chercheur chinois, He Jiankui, qui a fait des manipulations d'embryons humains. Il en a rendu, il me semble, résistant au virus du sida. Voilà, ça, c'est complètement dingue. Et après, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a un autre truc complètement dingue avec cette enzyme, c'est que, comme je l'ai dit, elle est pas chère et facile. Et qui dit pas cher et facile dit disponible à tout le monde. Et donc, en fait, il y a une véritable petite communauté de bricoleurs d'ADN qui s'est développée, qui échangent du matériel génétique, des petits tips et tout ça. Et donc, tout le monde est en train d'essayer de faire un petit peu sa culte, enfin, ses petites modifications. Donc, si ça se trouve, il y a des petits génies un peu éclairés qui vont nous sortir des trucs de malades. Et donc, je vous conseille un documentaire sur Netflix qui est une série documentaire en 4 épisodes qui s'appelle Unnatural Selection, qui vous permet de plonger dans ce milieu étrange de la manipulation génétique amateur. C'est assez fou. Mais c'est vrai et ça se passe en ce moment. D'accord, ouais, c'est marrant. Intéressant. Franchement intéressant. Ça nous change un peu des coronavirus par rapport aux autres émissions. Voilà, c'était un petit peu l'objectif de cette news, c'était pour avoir un truc un peu différent. Mais j'essaierai de trouver quelqu'un qui peut nous en parler, qui travaille avec pour savoir comment on fait, parce que c'est la biotechnologie, c'est ça, on utilise ça, ça s'utilise. Bah quoi. Ouais, enfin, c'est pas de la science-fiction. C'est de plus en plus. On a de plus en plus de clients ou de sites, en tout cas, qui font de la biotechnologie, et c'est passionnant, quoi. Il m'intrigue, c'est le gars qui a fait ça sur les embryons humains. Ça veut dire qu'il faut que je m'attende à rencontrer Spider-Man dans la rue, un de ces quatre, quoi. Eh ben, c'est pas si loin, parce que du coup, c'est ça, c'est Spider-Man, c'est ce qui lui est arrivé théoriquement après. C'est un peu une thérapie génique. Donc, c'est l'araignée, quand elle a mordu, elle a été modifiée l'ensemble de son génome. Et donc, ça lui a filé un petit peu des propriétés d'araignée, quoi. C'est un peu comme ça que ça arrivait, ouais. C'est un très bon exemple, je sais qu'il y a bien. C'est exactement ça. Je suis. Plus intéressant de suivre Spider-Man peut-être pour certains. Après, il y a peut-être quoi que ça excite. Juste après la discussion, j'irai dans Netflix. Là, tu vois, tu m'as attiré mon attention là-dessus. Un petit teaser, super. C'était un peu l'objectif. Bon, voilà. Alors maintenant qu'on a fait cette petite news, je vous propose de passer à notre dossier. Allez, super. Alors ce soir, on va vous parler efficacité. On va vous parler efficacité avec le Lean Manufacturing. Alors on reçoit dans l'émission ce soir Shakir. Shakir, est-ce que tu peux te présenter si c'est possible? C'est certainement possible. Oui, tout à fait. Donc moi je suis de formation ingénieur. J'ai fait une école de l'ENSIC, école des industries chimiques. Et qui parle, c'est une école qui est axée beaucoup sur les procédés de l'industrie chimique. Vous verrez après pourquoi je vous parle de ça. Ensuite, j'ai fait toute ma carrière dans l'industrie. Donc, j'ai fait de l'assurance qualité. Ensuite, j'ai fait de la supply chain. Et pour finir, j'ai fait du lean manufacturing et de l'excellence opérationnelle. Je vous parle un peu de mes études parce que finalement, je n'ai pas fait exprès, mais toute ma vie, j'ai travaillé sur les processus, les procédés et surtout l'amélioration des processus. Et quand je fais le bilan, je me dis, bon, finalement, tout ça, ça se tient. Et le fait d'être arrivé dans le lean, c'était un peu naturel. Et puis, je le fais un peu de manière naturelle. Et c'est ça qui est peut-être un peu difficile, c'est quand on fait les choses de manière naturelle, on ne sait plus comment on les veut, on ne sait plus pourquoi on les fait. C'est comme quand on fait du vélo, on ne peut pas expliquer pourquoi on tient en équilibre. On le fait et puis ça marche. Donc voilà un peu mon parcours. Ah, c'est comme tu dis souvent, Arnaud, on ne sait plus qu'on sait. C'est ça, quoi. On ne sait plus qu'on sait.
Mais c'est intéressant parce que souvent, justement, a posteriori, on arrive à écrire une histoire cohérente, mais sur le moment, on a du mal à se rendre compte que c'est cohérent. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, Shakir, pourquoi du coup tu as été invité dans ce podcast ? Qu'est-ce que tu peux nous raconter de que tu fais en ce moment ? Alors, ça part d'une discussion qu'on a eue et puis un peu de notre histoire commune, Paul-Adrien, où on est arrivé par deux portes différentes, deux couloirs différents à la même chose. D'un côté, la pharmacie et toutes les bonnes pratiques liées à la pharmacie, et d'un autre côté, le lean manufacturing. Et pareil, les bonnes pratiques liées au manufacturing. Et au départ, si je peux résumer notre histoire, c'est que on avait notre propre langage, on parlait avec nos propres termes. Et puis de fil en aiguille, on s'est rendu compte que même si on appelait les choses différemment, ça voulait dire un peu la même chose. Donc voilà, c'est ça qui m'amène ici, c'est un peu partager notre expérience sur le lean, alors manufacturing ou pas, mais le lean dans la pharmacie. Voilà. C'est vrai qu'au départ, on bossait ensemble. Et donc, au détour d'un couloir, on parlait de deux choses. Moi, je parlais des déviations. Shakir parlait des problèmes, dans les ateliers. Et de fil en aiguille, il dit, il faut faire des actions, il faut faire des CAPA. Puis Shakir, mais qu'est-ce que c'est, etc. Enfin, et du coup, en final, en alignant nos discours, on s'est rendu compte qu'en fait, on faisait exactement la même chose. Ouais, voilà. Progressivement, au début, on ne se comprenait pas, on dit, mais il faut faire comme ci, puis l'autre, il dit, il faut faire comme ça, et puis le ci et ça, finalement, ça se rejoignait bien, quoi, voilà. Intéressant. Non, ben moi, je suis... J'ai un avis assez ancré sur le lean dans l'industrie pharmaceutique de ce que j'en ai vu. Donc, c'est vrai que moi, j'attends beaucoup de cet échange parce que je pense que j'ai beaucoup de croyances autour du lean. Des croyances peut-être fausses ou peut-être vraies. Mais mon historique avec le lean dans l'industrie pharmaceutique m'ont amené à avoir ces croyances qui font que j'ai un peu de mal avec le lean tel qu'il est appliqué aujourd'hui sur certains sites. D'accord. Du coup, moi j'ai vraiment envie de comprendre un peu mieux et d'avoir une vision plus poussée sur ce sujet. Donc non, moi je suis super content qu'on ait cet échange, quoi. Alors, c'est une très bonne transition. Donc, du coup, Shakir, est-ce que tu peux nous donner ta vision du lean manufacturing ? Oui, voilà. Alors, je vais vous dire un peu les définitions officielles et puis le recul que j'ai pu prendre par rapport à ça. Et vous allez voir, c'est un liaison avec ce que je vous avais dit un peu dans l'introduction en disant que finalement, on fait ça comme on fait du vélo, quoi. Enfin, on peut faire ça comme on fait du vélo, c'est un peu naturel. Donc, de manière un peu officielle, hein, ce qu'on trouve dans les bouquins, c'est que le lean, c'est une approche, une méthode, voilà, qui vient de techniques que Toyota a mis au point et qui a été reprise par des chercheurs du MIT. Ils ont combiné leur savoir et ce qu'ils ont découvert chez Toyota. Et puis après, la conclusion, que c'est une approche qui vise à rendre plus efficaces les processus et améliorer les performances, je dirais, par l'intelligence collective. Hein. C'est les méthodes de génie industriel. Le taylorisme en est une, le lean en est une autre. Mais la différence entre le taylorisme et le lean, c'est que le lean s'appuie sur l'intelligence collective, alors que le taylorisme s'appuie sur la réflexion d'un sachant qui va dire aux autres comment travailler. On a toujours du mal à dire si c'est une philosophie, une approche, un outil, etc. En fait, c'est une combinaison d'un peu tout ça. Il y a de la philosophie, il y a des principes. Donc les principes, c'est que quand on améliore quelque chose, on l'améliore sur le terrain. C'est pas dans un bureau entre soi et sa réflexion. C'est par la pratique sur le terrain. Il y a une notion qui s'appelle la notion de valeur ajoutée, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose, qu'est-ce que ça apporte à la chose qu'on fait ? Quand je dis la chose qu'on fait, je suis peut-être un peu trop général. Si je fabrique un produit, je dis quand je fais une action, est-ce que ça donne de la valeur ajoutée à ce produit ? Alors on dit toujours par rapport aux clients, c'est des notions un peu compliquées à comprendre. Par exemple, si on dit le transport, on va dire en général le transport, c'est pas une valeur ajoutée. Je dis, mais il faut bien ramener le produit chez le client. Je dis, mais par rapport à votre produit, de le transporter, ça le bonifie pas, quoi, hein, sauf exception. Et puis par rapport à ces principes, il y a des outils ensuite qui sont développés, mais parfois on se consacre à l'outil, on oublie un peu les principes.
En plus donc de l'approche, des principes et des outils, il y a un aspect comportemental sur l'ouverture d'esprit, l'écoute, le refus des idées reçues, la curiosité. Voilà. Un peu en gros ce que c'est que le Lean. Ah, c'est intéressant. Moi, ça me fait penser quand tu dis que quand on se focalise sur les outils, on oublie un peu les principes. Ça me fait penser vraiment à cette rencontre, si je puis dire, comme ça, que j'ai eue avec le Lean à un moment donné sur un site qui est un peu l'image que je m'en fais aujourd'hui, même si c'est pas forcément comme ça sur tous les sites. Mais si je peux me permettre un peu de partager cette expérience, donc j'étais chez un client et il venait de recruter un expert Lean. Il était très fier de ça. Et en fait, donc l'expert Lean, je vais leur discuter avec lui. C'était dans le cadre d'un diagnostic. On discute un peu, voir un peu ce qu'il faisait. Puis du coup, il me présente, ouais, alors là, on a commencé à faire le 5S conditionnement, on a commencé à faire du SMED ici, et puis alors voilà, il y avait tous les noms de tous les outils qu'on pouvait trouver dans tous les services de production, et il avait un magnifique tableau de bord au mur où on voyait qu'est-ce qui était en cours comme action, dans quelle unité de production, etc., etc. Et donc, c'était vraiment les outils, et dans tous les ateliers. Sauf que chez ce client-là, moi, c'était un client qui faisait des formes sèches, et donc j'avais discuté un peu avec le patron de site, et il y avait un temps de cycle de libération de mémoire, je crois qu'on était à 90 jours pour des formes sèches, 90 jours, et ils produisaient leurs produits, donc fabrication, conditionnement, ça leur prenait 3 jours. Et donc, en fait, ce qui me choquait, c'est que donc l'expert en ligne, il allait aller chercher à gagner 30 minutes dans le changement de format, alors que derrière, après 3 jours, on avait 87 jours de stock, d'attente, de machin. Et donc, c'est un peu, voilà, c'est la croyance que j'ai, c'est que moi aujourd'hui, ce que j'en vois sur les sites, et je sais, on en a déjà un peu discuté, hein, Shaker, je sais que c'est pas ta vision, mais ce que je vois souvent, c'est des gens qui font du lean. Et il faut faire du lean en prod. Sauf que cette amélioration-là, elle aura aucune incidence sur le temps de cycle global. Et donc, c'est pas là où il y a le plus à gagner au niveau global de l'entreprise, quoi. Donc, je sais pas quel est ton avis par rapport à ça. C'est clair. Après, ça dépend de l'approche qu'on a, si elle est mécanique. Et là, l'exemple que tu décris, c'est un exemple mécanique. On va faire du SMED pour du SMED, du 5S pour du 5S. Et moi, après, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des choses qui me semblent évidentes. Et moi, je partage des fois avec mes collègues. Je dis, mais quand on fait quelque chose, pourquoi on le fait ? Tout ce qu'on fait, pourquoi on le fait ? Prenons le recul suffisant pour se demander pourquoi on le fait. Au bout d'un moment. Alors, dans la méthodologie sur le Lean, on peut au départ faire juste pour faire, c'est-à-dire pour prendre connaissance des outils. Et on voit qu'il y a une interaction, enfin une symbiose entre l'outil et l'esprit. Hein. Je ne peux pas avoir l'esprit si je ne pratique pas. Mais donc, quand on pratique, au début, on pratique pour essayer, pour comprendre ce que c'est. Et puis, quand on a fini de pratiquer, on a intégré un peu la philosophie à travers l'outil. On doit s'arrêter un petit peu, dire qu'est-ce que j'ai compris de ce que j'ai fait et qu'est-ce que je vais en tirer de manière plus large. Et progressivement, au fur et à mesure qu'on utilise les outils, on se doit de prendre du recul par rapport à tout ça et suffisamment de recul pour à un moment se dire bon, voilà, je me pose, ça fait 1 an que j'en fais par exemple. Quand je dis j'en fais, c'est pas, c'est l'intelligence collective, donc le jeu est général. Ça fait un an qu'on en fait, comment les états d'esprit ont évolué, où est-ce qu'on en est, est-ce que c'est juste une mode, et puis au bout d'un moment, on va essayer de prendre du recul et donner du sens à ce qu'on fait. Alors, même pour donner du sens, il y a des outils, parce que dans l'exemple que tu donnes, il y a des outils pour prendre conscience de ça. C'est ce qu'on appelle la BSM. On fait une cartographie globale de notre processus industriel, et puis on remarque ça à un moment, et puis on se met devant l'évidence, dire tiens, là, on a amélioré un truc sur un jour, on a gagné 1 jour sur 3, mais au global, on a 90 jours d'attente. Donc là, maintenant, on va mettre notre effort au bon endroit. Et même quand on dit on va mettre notre effort au bon endroit, on va se dire mais pourquoi on met notre effort au bon endroit ? Et à chaque fois, on va retrouver ce questionnement de fond, de mais pourquoi on fait ce qu'on fait ? Il y a même des aspects philosophiques, parce que quand tu dis pourquoi je fais ce que je fais, etc., tu peux l'appliquer dans l'industrie, mais après tu peux t'appliquer dans la vie perso, en disant mais pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je me lève le matin, pourquoi je vais au boulot, etc.
Et du coup, ça peut aller très loin si tu prends ce recul. Hein. Et alors, je vous disais les pourquoi. À un moment, il y a une des techniques qui s'appelle les 5 pourquoi, qui est une des méthodes classiques et basiques pour dire que quand j'ai un problème, je vais chercher l'essence même du processus qui a généré ça. Mais quand on fait des formations, on dit, c'est comme les enfants. Quand les enfants ils sont petits, là, voilà, Arnaud, ton fils d'1 an et demi, il est pas loin de ça. Et il pose la question pourquoi, ça n'en finit pas, jusqu'à un moment les parents ils n'arrivent plus à répondre. Mais et c'est cet état d'esprit de jeunesse, de jeunesse, de curiosité naturelle qui doit nous amener à faire des progrès. Ouais, ça me fait penser au cercle d'or. Je sais pas si vous connaissez ce concept avec le pourquoi, le quoi et le comment. Et quand tu commences à expliquer, mais ça marche pour les projets, ça marche pour les produits, en marketing, etc. Et si tu expliques le comment, puis le quoi, puis le pourquoi, en fait, tu n'arriveras jamais à convaincre et à embarquer les gens avec toi. Alors que si tu commences par le pourquoi, et après le quoi, et ensuite le comment, là, tu vas arriver à embarquer les gens et à convaincre. Et c'est vrai que quand tu regardes, un exemple qui est souvent donné quand tu parles du cercle d'or, c'est Apple qui communique à fond sur le pourquoi avoir un iPhone, pourquoi, et non pas le comment ça marche un iPhone, quoi. Et c'est exactement ça. Je trouve ça super intéressant, justement, ce que tu dis, Shakir, sur le fait qu'à un moment donné, il faut prendre cette prise de recul et se poser la question du pourquoi. Tu donnes du sens, et je vois exactement le même problème qu'on a évoqué dans le premier podcast, probablement, premier épisode, où tu te plaignais que les gens faisaient de la qualité pour faire la qualité. Et je pense que, à mon avis, ça se trouve, Shakir doit avoir exactement le même problème avec certains qualiticiens qui appliquent certaines règles qu'ils ont peut-être lues dans les BPF sans chercher vraiment à comprendre pourquoi ils les appliquent. Et donc, ils font de la qualité pour de la qualité, comme du coup, la personne que tu as vue faisait du lean pour faire du lean, sans vraiment comprendre ce qu'il y avait derrière la règle, quoi. C'est ça. Ouais, tout à fait. Hein. Et si on parle de la qualité, j'ai relu les BPF là il n'y a pas longtemps. Bonne lecture, ça. Non, mais j'ai lu ça parce que on est en train d'écrire un article avec Paul Adrien là sur ce qu'on a fait là justement, et du coup pour pas raconter n'importe quoi, parce que quand tu écris tu peux pas, ça reste, hein, donc tu as intérêt à vérifier ce que tu dis. Je suis resté sur les 3 premières pages là, au début sur les grands principes, et ce que je peux dire c'est que ça ressemble comme 2 gouttes d'eau lean, hein, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui va pas, hein, on doit chercher pourquoi ça va pas. Je veux dire, c'est pas juste que ok, on a rafistolé le produit, puis on l'envoie dans la nature, puis c'est bon. Les BPF insistent pour dire, vous allez chercher qu'est-ce que c'est qui a induit, qu'est-ce que c'est qui a engendré cette déviation. Et donc, on est bien dans cet esprit du pourquoi ça s'est produit. Voilà. Complètement. Ouais. Et je dis ça par rapport aux qualiticiens. Si les qualiticiens disent c'est les BPF, c'est comme ça, ils disent mais pourquoi c'est comme ça? Les BPF, c'est pas n'importe quoi, une espèce de règle absolue dictée par un tyran. C'est quelque chose qui a du sens quelque part, quoi. Voilà. C'est ça. Et ça, c'est intéressant, le pourquoi des BPF aussi. Pourquoi est-ce qu'elles sont comme ça, etc. Alors, je sais que c'est un sujet, Paul Adrien, que toi, tu as envie d'explorer et de partager. Et je trouve c'est passionnant, en fait, de savoir pourquoi aujourd'hui on a des textes comme ça autour des BPF, et pourquoi est-ce qu'on a ces exigences-là. Et quand on comprend pourquoi, donc on revient toujours à ce fameux pourquoi, mais quand on comprend pourquoi il y a ces exigences, mais en fait, ça change toute la vision qu'on peut avoir des BPF, quoi. Et tragiquement, en fait, c'est que maintenant, avec dans les grands groupes et dans les gros laboratoires, les personnes font une petite partie des BPF, c'est-à-dire qu'ils vont aller voir, ils vont faire le chapitre là. C'est-à-dire, ils vont te charger, je ne sais pas moi, par contre, des investigations et des CAPA. Donc, ils vont faire cette petite section. Après, il y en a tout un autre pan qui va être fait par une autre personne. Et au final, il n'y a pas une personne, à part dans les laboratoires de taille plus modeste, qui vont devoir appliquer l'ensemble du texte. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont devoir le lire en entier et lancer leur méthode, lancer leur qualité basée sur le texte, en comprenant comment tout s'architecture ensemble. Typiquement, les PQR, les Product Quality Review. Là, du coup, c'est l'exemple parfait de la personne qui fait ça dans son coin, et c'est l'application ratée d'un texte dont on n'a pas compris l'ensemble, quoi.
pour en revenir un petit peu au sujet, le Lean, tu nous as dit qu'il était inventé qui a été inventé par les Japonais, c'est ça? Oui, quasiment. C'est une combinaison entre une invention japonaise, on va dire, et une adaptation faite par les Américains. Donc ça a été inventé par des Japonais sur des lignes monoproduits, donc des lignes de voitures. Est-ce que ce modèle, il est parfaitement adaptable à un laboratoire pharmaceutique européen? Alors, le Lean est normalement adaptable à tout. Tu peux le faire dans ta cuisine, tu peux le faire, je veux dire, voilà, c'est adaptable à tous les niveaux. Alors, après, si ça a été inventé dans les années 50, il me semble, et peut-être qu'on était monoproduit à ce moment-là, mais aujourd'hui, le Lean est toujours utilisé sur des chaînes très, très, très versatiles au niveau de l'automobile. Aujourd'hui, l'automobile, ils te disent tu peux commander ta voiture avec des options et on va te la faire pour toi. Donc, on est loin maintenant des années d'avant où c'était monoproduit. Donc maintenant, c'est extrêmement multiproduit. Et donc, oui, donc à partir du moment où on peut te faire en termes de ligne une voiture adaptée à toi, avec la couleur que tu as demandé, avec les options que tu as demandé, oui, c'est pas ça qui va gêner, c'est pas le fait d'être monoproduit. En fait, il faut bien s'adapter au contexte, puisque quand on regarde les outils, les principes, c'est beaucoup de bon sens. Alors, le bon sens, je me méfie beaucoup du bon sens, parce que le bon sens de l'un, c'est pas forcément le bon sens de l'autre. Mais une fois qu'on a mis à plat ces choses qui sont évidentes quelque part, quand on comprend bien, c'est-à-dire si on va au fond des choses, pas si on applique un peu bêtement en disant ouais c'est comme ça la règle quoi. Si on dit c'est comme ça la règle, mais pourquoi? C'est pareil à tous les niveaux. Il y a le pourquoi du comment et le pourquoi du pourquoi quoi. Voilà. Donc normalement ça s'adapte à tout. Mais Arnaud, au début, tu disais, moi j'ai une vision qui est ce qu'elle est, pas forcément positive du Lean. Il faut voir aussi comment c'est utilisé et la publicité qui en est faite. Parce que moi, ce que je dis, il y a une partie outil dans le Lean. Un outil, tu t'en fais ce que tu veux. Tu prends un marteau. Un marteau, c'est fait pour planter des clous. Bon, tu peux planter des clous pour construire une armoire, mais tu peux aussi l'utiliser pour taper sur quelqu'un. Et puis voilà, mais c'est pas l'outil qui est en cause, c'est la façon dont tu l'utilises. Donc tu peux faire du Lean de manière positive, avec un état d'esprit constructif, mais tu peux faire du Lean aussi pour faire de la casse au niveau des emplois, et puis prétexter que tu fais ça avec le Lean pour faire passer la pilule. Donc tout dépend de comment on s'y prend. Il y a tous les extrêmes. Il y a l'extrême extrêmement bienveillant de l'entrepreneur qui veut améliorer son entreprise avec bienveillance en utilisant le Lean, et puis il y a celui qui est là juste pour faire de la casse d'emploi. Donc voilà, mais c'est pas l'outil qui est en cause, ni la méthode qui est en cause, la façon dont on non, c'est le pourquoi, le fameux pourquoi. Mais justement, alors, je dirais pas que j'ai une mauvaise image du Lean. J'ai quelques a priori, on va dire plutôt, parce que moi j'ai l'impression que au niveau de l'académie de la qualité efficace, en fait, on applique du Lean à la qualité. Non, alors j'ai un autre point moi qui me chiffonne par rapport à la façon dont c'est appliqué dans ce que j'ai pu voir, c'est que en règle générale, et donc là je serais vraiment intéressé d'avoir ton avis. On voit souvent donc sur les sites, on lance des démarches Lean un peu globales. Donc on forme des gens un peu dans tous les services, et puis après chacun va mener son chantier Lean dans son service pour optimiser la performance de son service. Sauf que en fait du coup en améliorant l'optimum local, des fois ça va dégrader l'optimum global. Alors je m'explique, et c'est pas évident à expliquer de manière orale. J'aime bien, moi, quand je fais des vidéos, j'ai des petits schémas, mais en gros, je sais pas, si j'ai mon équipe logistique qui va améliorer sa chaîne d'approvisionnement de certaines matières, par exemple, en appliquant du Lean, en faisant un chantier Kaizen ou 5S ou que sais-je, et en fait, en faisant ça, ça va peut-être dégrader un autre point dans la chaîne un peu plus loin, parce que, ok, ils approvisionneront plus vite. Mais ça a dégradé un point dans la chaîne plus loin, qui va faire qu'au final, on va être plutôt perdant que gagnant dans le global. Et cette comparaison entre optimum local et optimum global, moi je trouve que on manque, en tout cas dans les cas où j'ai vu le Lean en application, on manque de cette vision d'optimum global pour lancer les chantiers Lean, de se dire ok, c'est ça qu'on veut atteindre, et donc tous les chantiers Lean
qui sont lancés, ils doivent à un moment donné répondre à ce point qu'on veut atteindre. Ça manque de chef d'orchestre, quoi. C'est ça que tu veux dire ? Ouais, un peu, ouais. Alors ça c'est un écueil classique. Ah, bah ça me rassure alors. Si tu me dis ça. Je vais te dire, il y a des grands principes qui disent qu'il faut réduire la taille de l'eau dans le lean. Voilà. Et puis, ça s'oppose complètement à celui qui veut faire des lots immenses pour pas avoir à faire de nettoyage. Donc, en fait, dans cet exemple classique, entre la taille de l'eau et qui a l'air pas économique, et puis d'un autre côté, la campagne où tu nettoies tes équipements le moins possible, il y a un équilibre à trouver. Effectivement, il faut prendre du recul. Et c'est pas toujours facile. Ce qu'on essaie de recommander, c'est qu'au départ, de faire des chantiers qui n'influent pas sur les autres secteurs, en disant vous faites le chantier dans tel secteur, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et puis, oui, voilà, non, bah ça c'est sûr. Voilà, c'est ça. Et donc, on essaie de dire, bon, vous commencez dans un chantier, dans un endroit où ça ne va pas influencer, ça ne va pas avoir d'effet sur les autres. Et puis après, il faut aussi temporiser. Moi, au départ, j'ai eu une expérience où j'arrivais tout feu, tout flamme. Bon, c'est des erreurs de maturité. Et puis, je voulais faire tout rapidement. Et puis, mon patron, qui était un peu plus avisé que moi, me dit, attends, vas-y, tranquillement, forme les gens, prends-les lentement. Et ils vont pas... toi, tu as mis peut-être... je sais pas, 3 ans à intégrer ça, ils vont pas mettre 3 jours, donc il faut leur donner le temps comme à toi. Donc il y a cet équilibre à trouver. Et tu donnais l'exemple des 5S, donc les 5S c'est quelque chose d'assez intéressant. Souvent on recommande de commencer par des 5S pour faire la main, s'habituer. Et voilà. Et normalement quand tu fais un 5S, tu n'influes pas sur les autres. Et après tu peux, voilà. Et puis après tu prends du recul, parce qu'il y en a ils font du 5S, ils disent c'est super, on a fait du 5S, c'est tout propre. Mais c'est pas le tout de faire un 5S, c'est tout propre. C'est dire qu'est-ce que tu as gagné. Moi, j'ai fait un 5S, j'ai organisé un 5S il n'y a pas longtemps. Je dis, c'est super, maintenant l'atelier est rangé. Je dis, mais c'est pas le tout. C'était pas juste pour ranger l'atelier. C'est aussi pour gagner du temps. Et puis après, pourquoi on a fait ce 5S ? Donc, on va chronométrer le temps qu'on a gagné. Et puis après, on verra ce qu'on en fait. Ça aussi, c'est le sens. Parce qu'une fois que tu as gagné du temps, qu'est-ce que tu fais du temps que tu as gagné ? Donc voilà. Donc, alors, déjà, quand on fait ce qui est recommandé, c'est quand on fait un chantier, on essaie de faire un chantier qui n'interagit pas négativement sur d'autres endroits. Et puis après, il faut qu'au global, alors quand je dis on, je, etc., c'est toujours l'intelligence collective. Donc c'est toujours en vous. Voilà. Et après, à un moment, il faut qu'on réussisse à avoir de la maturité de prendre du recul. Donc il y a l'outil que j'avais cité tout à l'heure qui est l'idéal pour prendre ce fameux recul, qui est la Value Stream Mapping. En français, c'est une cartographie valorisée des flux, où on prend l'ensemble de notre processus dans sa globalité, le plus grand possible, et on essaye de faire un zoom arrière pour regarder tous les aspects du processus. Et là, normalement, on est censé voir les interactions qu'il y a entre un secteur et un autre, d'harmoniser tout ça et de faire des actions concertées pour que la globalité du processus s'améliore. Ouais, je vais peut-être mettre un peu les pieds dans le plat, mais moi ce que je reproche un peu au Lean, comment il est appliqué de nos jours, c'est que le Lean il est toujours appliqué au processus de production, alors que dans l'industrie pharmaceutique, le nerf de la guerre, c'est la qualité du produit. Alors, en fait, on essaie de faire des gains sur le processus en essayant de produire plus vite, plus rapidement, plus machin. Alors qu'il y a toute une population de personnes qui, elles, pensent à la qualité du produit et assument. Parce que du coup, avec le Lean, on doit faire les actions tout de suite, on doit faire les actions maintenant, dès qu'on voit un gap potentiel, il faut faire l'action. Alors qu'il y a toute une population de qualiticiens derrière qui sont complètement paniqués en disant « Oh là là, ils sont en train de tout changer sans analyser, ça va nous faire des changements, ça va nous changer notre processus, notre qualité va se dégrader. » Et donc, en fait, il y a ces deux populations qui s'affrontent. Et donc, comment faire pour réconcilier en fait les personnes de la performance du processus avec les personnes de la qualité. Ça, c'est ce qui est pour moi le plus compliqué avec le Lean dans l'industrie pharmaceutique, quoi. Oui. Alors il faut toujours être modéré, il faut toujours se poser, il faut toujours discuter, il faut se méfier des a priori qu'on peut avoir. Naturellement, je dirais, sans être dans l'industrie, mais le citoyen lambda, il aura tendance à opposer qualité avec productivité. Et dans notre culture,
à cause du taylorisme, on aurait tendance à opposer les deux. Normalement, ça ne doit pas s'opposer, parce que un peu dans l'histoire du lean, parce que moi j'avais pris des bouquins, et puis comme je l'ai dit au début de ma carrière, j'ai fait de l'assurance qualité. On parlait du TQC, Total Quality Control. Et puis après, une fois, j'ai pris un truc sur le lean, et puis je retrouve le Total Quality Control, parce que les Japonais, ils réfléchissent pas comme nous, et ils assimilaient le lean au Total Quality Control. Donc, pour résumer, c'est-à-dire si tu fais un produit de mauvaise qualité et que ton client te le renvoie, de toutes les façons, tout ce que tu as fait, c'est pour rien, et donc tu as dépensé de l'argent. Donc, la qualité, et la productivité, l'argent, etc., la rentabilité ont des points communs. Ce qui peut se passer, c'est que tu peux avoir des dérives comportementales, c'est-à-dire que si à un moment, un patron va dire voilà, tu fais du lean parce qu'à la fin, tu vas gagner de l'argent, et ça sert à ça quand même, à optimiser la productivité, d'oublier la méthodologie pour l'objectif final, en disant bon, on a un problème, mais non, continuez de produire. Dans le lean, dans le Total Quality Control, même le départ du lean, dit non, s'il y a un problème, on arrête la production et on continue pas de produire. Mais la personne, il faut regarder ce qui se passe dans la tête d'un individu. On lui met des objectifs, on dit là, il faut que tu atteignes l'objectif de réduction de temps, et la maîtrise que le chef de production doit avoir, dire attends, maintenant je fais la part des choses entre l'immédiateté et l'amélioration du processus sur le moyen terme. Enfin, le moyen terme, c'est pas 10 ans, le moyen terme, c'est 3 mois, quoi. Voilà. Donc je m'arrête, je corrige mon processus et ça sera rentable. Mais on n'est pas à l'abri de certains comportements impulsifs, je dirais. D'un côté, de celui qui veut la rentabilité à tout prix, même par des moyens détournés, du coup, pas plus par les moyens du lean, et aussi le qualiticien qui va dire bah tiens, le salaud, il veut produire, alors que moi, je veux avoir le temps d'analyser ma déviation et tout ça, et puis il me donne pas le temps de le faire, etc. Donc voilà, il y a ces et celui qui analyse la déviation, il compte pas qu'il est payé tant de l'heure, et puis après tout, si ça me prend 50 heures d'analyser ma déviation, c'est pas grave, je suis payé pour ça, et puis il se rend pas compte qu'il est payé pour ça quand même, donc c'est quelqu'un qui le paye. Donc il faut trouver le juste milieu avec tout ça, quoi. Voilà, et c'est pas facile de donner du sens, surtout que dans une production, c'est la guerre. Ça produit tous les jours, ça court tous les jours, ça s'engueule tous les jours, c'est content tous les jours, donc il y a beaucoup d'émotions, d'adrénaline dans tout ça, et à un moment, il faut réussir à se poser et écouter sa voix intérieure, quoi. Voilà. Ouais, c'est intéressant, mais en plus, je suis pas du tout un expert de lean, donc tu me corriges si je dis une bêtise, mais donc il y a les fameux Muda et les gaspillages, et il y en a un, c'est les stocks. On est bien d'accord que le stock, c'est un gaspillage, quelque part. Oui, alors et voilà. Du coup, à un moment donné, quand tu fais pas de la qualité, donc que tu as des déviations, des choses comme ça, bah forcément tu vas augmenter tes stocks, parce que le temps que tu règles ton problème, ton produit il est dans ton stock. Et donc si tu veux agir sur un des gaspillages qui est le stock, t'es bien obligé de faire de la qualité. Donc au final tout ça se rejoint à un moment donné quelque part, quoi. Oui, après c'est toute une question d'équilibre, là, sa chanson de, de Cabrel. Pareil, quand tu fais ton... Alors, il y a un principe, effectivement, on a les fameux 7 gaspillages, ou 7 mudas, qui disent, voilà, les gaspillages habituels, hein, gaspillage classique, c'est-à-dire, je produis, je fais du stock, je m'en mets plein dans les soutes, et puis le lean, tu dis, attention, si tu fais juste du stock pour parer à des demandes supplémentaires, c'est pas forcément la meilleure méthode de parer à des demandes supplémentaires. Et qui plus est, si tu fais de la mauvaise qualité et que tu l'as mise dans tes stocks et que tu sais pas qu'elle est dans tes stocks jusqu'au jour où le client va réagir, là c'est double peine, quoi. Donc effectivement. Mais par rapport à tous ces gaspillages, il faut toujours mesurer les choses et savoir par lequel on va commencer à réduire. Voilà, mais oui, je confirme le stock. Il y a toute une logique expliquée pourquoi le stock c'est un gaspillage. C'est-à-dire, ce qu'on te dit, et d'ailleurs c'était l'origine de la naissance du lean, hein, chez les Japonais. Je dirai un mot juste après. C'est-à-dire, tu fais ton stock, il est là, il sert à rien, il n'est pas vendu, c'est du blocage de trésorerie. Donc même financièrement, c'est un super muda. Hein, c'est de l'argent que tu n'as pas, hein, c'est de l'argent qui dort chez toi. Et il serait mieux chez le client parce que le client il t'aura payé, quoi. C'est ça l'idée. C'est ça.
Et tu auras payé bien plus que ce que ça t'a coûté à produire. Voilà. Et l'histoire du lean, elle commence comme ça, c'est-à-dire que les Japonais, ils ont fait du lean parce que c'était après la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient plus de sous, ils avaient plus de trésorerie. Donc leur principal souci, c'était qu'une fois qu'ils ont produit, c'était le temps de cycle entre le moment où ils ont produit et puis le moment où ils ont récupéré les sous. Donc c'est parti par les stocks en fait. Ils voulaient pas de stock du tout. Ils voulaient pas de stock du tout, non pas par principe parce que c'est bien ou c'est mal et que le dieu du lean a dit qu'il fallait pas de stock. Non, c'est parce que ils disaient si je l'ai fait, si j'ai produit un produit, je veux le plus vite possible récupérer les sous qui correspondent à ce que j'ai dépensé et en salaire et en matière pour récupérer la trésorerie. Voilà. D'accord. Du coup, moi, ce que je voulais quand même demander, est-ce que c'est bien raisonnable de piloter un laboratoire pharmaceutique par les coûts, justement, par la performance? Alors, on peut se dire le laboratoire pharmaceutique, c'est la santé, donc la performance industrielle, c'est un peu décalé. Il ne faut pas parler de performance industrielle quand on parle de la santé. Bon, je ne sais pas si c'est à ça que tu penses, Paul Adrien, parce que c'est vrai que ça peut être présent dans les esprits. Voilà. Bon, après, une industrie, elle est là pour être performante, mais aussi au niveau de la qualité du produit. Il y a deux aspects. C'est que à partir du moment où on est dans une industrie, on est là pour avoir de la rentabilité. C'est celui qui choque un peu, on va dire. Mais il y a un autre aspect qui est super important, c'est que quand on fait un produit, on le fait pour qu'il guérisse, on le fait pour qu'il ait une action sur les maladies, etc. Et ça fait partie de la performance. Un produit qui te guérit en 2 jours, il est plus performant qu'un produit qui te guérit en 2 semaines. Et tout ça, c'est parce qu'on a respecté des critères de qualité, des spécifications. Et donc, la performance se voit aux 2 niveaux. Et quand on parle de qualité d'un produit, c'est quoi la qualité d'un produit? C'est qu'il réponde aux besoins du client. Voilà. Aux spécifications. On a les deux aspects. Tout prend autant sens. L'aspect rentabilité, que l'aspect de l'efficacité du produit en tant que tel. Tout prend sens quand on remet le patient au centre de notre activité, quoi. Oui, ça revient un peu à ce qu'on disait. Pourquoi on fait ce qu'on fait, quoi. Voilà. Mais après, avant de dire ça, je précise que je suis un qualiticien de base. Il vend son âme devant vous, mesdames et messieurs. Mais après, voilà, il faut pas se leurrer. Ça reste des entreprises, les industries pharmaceutiques. Et même si c'est pour produire des produits de santé, tant que l'industrie pharmaceutique n'est pas quelque chose peut-être de public, j'en sais rien, ça reste des entreprises, et le but d'une entreprise, c'est aussi de faire de l'argent. Alors après, on peut épiloguer, se dire oui, mais ok, ils se font trop d'argent ou quoi. Ça, je veux bien qu'on ait un débat là-dessus, mais c'est une entreprise, et le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent, et donc de payer ses employés et de financer la recherche aussi. De payer... Non, mais c'est ça. Non, mais oui, après, cet argent, c'est bien quand il est utilisé à bon escient. Et donc, payer ses employés, financer de la recherche, tu peux faire beaucoup de choses. Mais du coup, si cette entreprise ne gagne pas d'argent, en fait, elle peut pas payer ses employés, elle peut plus produire, et donc il y a plus de médicaments non plus. Donc, la performance, elle est importante. Après, la question, c'est éthiquement, qu'est-ce qu'on fait de cet argent qui est gagné? Ça, c'est autre chose. Mais la performance, elle est importante, et on peut faire de la qualité et de la performance, c'est important, et pour ça, il faut avoir une démarche qui vise à réduire les pertes. Le monde du premier coup. C'est là où je voulais en venir aussi. Réduire les pertes pour faire bon du premier coup un maximum, que réduire des coûts à droite à gauche qui vont pas faire bon du premier coup, et bref. Mais la performance, ça reste quelque chose d'important, et on peut le faire avec de la qualité, quoi. Ouais. Et l'aspect coût aussi, parce que c'est l'image qu'on a là, des laboratoires pharmaceutiques qui font de l'argent, mais supposons que ce soit fait par l'État, que ce soit public. La problématique reste la même, parce qu'après tu as le coût du produit qui est vendu aux patients, et on sait bien qu'il y a des problématiques d'accès aux médicaments par le prix. Je veux dire, dans nos pays à peu près riches et où il y a de la sécu, on a à peu près accès à tous les médicaments, mais tu as des pays pauvres
où ils peuvent pas se payer les médocs, et même au niveau d'un État, ils peuvent pas se payer les médocs. Donc, il y a quand même intérêt à mettre de la productivité, de l'efficacité dans le processus pour aussi faire baisser globalement le prix du produit. Après, là, c'est tout un autre débat parce que dans les pays, dans d'autres pays où il y a une faible régulation pharmaceutique, tu as énormément de contrefaçons. Après, à l'inverse, aux États-Unis, où l'État n'a aucun mot à dire dans la production de médicaments, là, c'est complètement l'inverse. Les prix crèvent les plafonds parce que justement, il n'y a pas d'organisme fort qui va réguler, qui va baisser, tirer vers le bas les prix parce que du coup, c'est l'État qui paye. Donc, si c'est l'État qui paye, il faut que ça soit le moins cher possible. Donc, ça, c'est tout un autre débat. Mais... Il y a d'autres paramètres, effectivement, je suis d'accord. Mais je voulais juste souligner que finalement, si on met du lean, si on met de la rationalité dans nos processus, ça aide à faire baisser le prix, et au final, c'est quand même le citoyen et le client qui en profitent. Mais alors, est-ce qu'il ne faudrait pas inventer un nouveau lean pour l'industrie pharmaceutique qui serait appliqué à la qualité ? Est-ce que du coup on devrait pas, parce qu'en fait le problème c'est qu'on prend des personnes qui vont faire du lean et du coup qui vont les appliquer, pas bêtement, mais les appliquer de la même manière qu'ils l'appliqueraient à l'automobile, alors que dans l'industrie pharmaceutique on a toute une réglementation associée qui va générer des contraintes spécifiques à l'industrie et également des pertes, comme vous dites, comme on a dit au départ. Et donc, est-ce qu'on n'aurait pas un espèce de lean nouvelle génération appliquée à l'industrie pharmaceutique qui ouvrirait justement les yeux, donc et d'un à la qualité, à la performance, et de la performance à la qualité. À la qualité. Oui. Alors de fait, les industries, le lean au départ, il y a des principes, il y a des outils, et puis après la façon d'appliquer ces outils. Et ce qu'on voit, c'est que selon les familles industrielles, il y aura des variantes de l'application du lean. Et je te donne un exemple. Quand on fait des SMED, donc le SMED, c'est quoi? C'est le fait lorsqu'on passe d'une production d'un produit A à une production d'un produit B, entre les deux productions, il y a tout un processus de nettoyage, de réglage, voilà. Donc l'idéal, c'est que quand tu as fini le produit A, que tu passes au produit B, il s'écoule le moins de temps possible. Dans l'industrie pharmaceutique, on t'oblige à faire des vides de ligne, et tu n'as pas le droit de mettre ton produit B tant que tu n'as pas fait le vide de ligne, donc tant que tu n'as pas vérifié tout un tas de critères qui te permettent de dire oui, bon, il n'y a pas de pollution, le produit A qui est passé avant le produit B, les résidus du produit A ne vont pas polluer le produit B. Donc ça, c'est des choses qui sont admises et classiques, etc. Et on va faire du SMED en tenant compte de ce paramètre, qui peut être un paramètre contraignant, mais aussi qui peut être un paramètre sur lequel on va réfléchir pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut être créatif en utilisant les outils du lean pour s'assurer que le produit A ne pollue pas le produit B. Donc, et du coup, on développe dans l'industrie pharmaceutique, parce qu'on est dans ce secteur, on est dans cette famille, des approches, des façons de penser qui sont propres à ces contraintes-là. C'est un très bon exemple. Alors, le changement de format, moi, je trouve que c'est un exemple où le SMED, moi, m'interpelle énormément, parce que justement, donc il y a beaucoup de challenges sur les changements de format, et donc moi, je me rappellerai toujours lors de ma première expérience dans l'industrie pharmaceutique, je sortais de la fac et j'étais parachuté en chef d'équipe de production, et où on avait, alors je me rappelle plus, des changements de format peut-être de 4 heures, et on cherchait à descendre en dessous des 3 heures. Et puis on avait sur la ligne de conditionnement, on avait des déviations. On avait des déviations parce que les mentions variables étaient fausses. Il y avait eu des erreurs dans les mentions variables. Et en plus, derrière, les IPC ne les détectaient pas, etc., etc. Et en fait, le changement de format, et ça, je pense que c'est un point, moi, pour moi, où le lean, j'ai vraiment envie de challenger, et donc je mets un peu les pieds dans le plat. Oui. Quand on met les équipes sous pression dans le changement de format, parce que voilà, on veut l'améliorer, on veut passer de 4 heures à 3 heures, les équipes, elles sont focalisées sur le fait de faire vite et pas bien. Je dis pas que c'est le but du lean, c'est de faire vite et pas bien, hein, mais ce qui se passe concrètement sur le terrain, et moi c'est ce que j'ai vécu, c'est que les opérateurs derrière, ils sont là, faut que je fasse en 3 heures, faut que je fasse en 3 heures, et donc
et ben il y a des points qui sont critiques, comme paramétrer les mentions variables dans l'imprimante qui va imprimer sur la boîte, par exemple. Ça, c'est critique, parce que si on se rate là-dessus, alors oui, il y a des IPC derrière, mais ceux qui nous écoutent se reconnaîtront sûrement sur ce genre de déviation où en fait on a eu un problème de mention variable et puis ça s'est pas vu pendant 14, 15, 20 IPC, enfin je sais pas. C'est des trucs qu'on voit tout le temps. Et donc ce point critique du changement de format, et ben quand on fait du SMED là-dessus, sûrement qu'il est pas bien fait. En fait, les gens au moment de faire ce paramétrage sont focalisés faire plus vite et se plantent dans le paramétrage. Et le contrôle derrière, le double contrôle, le fameux double contrôle, comme l'opérateur, il est aussi focalisé faire plus vite parce que c'est l'objectif qu'on lui a mis et du coup, en fait, il va faire son double contrôle et il va même pas voir l'erreur non plus. Et ça, on en voit tout le temps. Et moi, ça me pose un problème parce que pour gagner 1 heure, eh ben on va perdre, je sais pas, 2-3 heures d'une autre personne pour traiter des déviations. Et souvent, c'est malheureux à dire, mais le gars qui investigue et qui traite les déviations, il coûte plus cher que les 2 opérateurs pendant 1 heure. Oui, ça c'est les exemples typiques et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Arnaud, sur le fait qu'on a amélioré un endroit puis on a dégradé l'endroit qui est juste à côté. Et là, c'est exactement juste à côté, c'est même pas. Voilà. Et donc là, c'est une question de maîtrise de soi. C'est-à-dire quand on fait un SMED, déjà dans le Lean, pour donner un peu les fondamentaux, on commence par les employés. On appelle ça le SQDT. D'abord, sécurité. Et comme on dit sécurité, c'est sécurité élargie aux conditions de travail. Et donc, quelqu'un qui est sous stress, il n'est pas en sécurité. Donc, on évite, c'est pas qu'on évite, il est interdit de mettre les gens sous stress quand on applique les bonnes règles du Lean. La deuxième, c'est la qualité. Donc, pourquoi la qualité ? Parce que si on fait de la mauvaise qualité, à un moment ou un autre, ça nous revient en boomerang. Hein. Si je fais une mauvaise qualité et je l'envoie chez le client, de toute façon, ça va me coûter beaucoup plus cher à partir du moment où c'est chez le client que si j'avais traité au départ. Ensuite, la résultante, c'est des coûts. Donc, voilà l'approche. Donc après, c'est une question de maîtrise de soi. Le gars qui dirige un SMED, on améliore non pas en demandant aux gens d'aller plus vite, on améliore en regardant avec les gens, c'est l'intelligence collective, avec les gens qui font eux-mêmes le travail, en mettant les points sur les i au départ, en disant il est hors de question de vous mettre sous stress. Au contraire, on va essayer de vous détendre, c'est-à-dire quand on fait un SMED, on va regarder le temps que les gens parcourent, etc. Et on va s'arranger pour qu'ils parcourent le moins de kilomètres possible. Voilà, les gestes qu'ils font, on va regarder s'ils sont... je voyais une fois, il y en avait un, pour atteindre une machine, il se tordait. Donc, il se déhanchait, et puis il se déhanche un certain nombre de fois par jour. Au bout d'un moment, ça fait qu'on appelle ça des TMS. Troubles voilà, musculo-squelettique là, et puis du coup après le mec il est malade, donc on évite ça et on lui dit bon, il faut être droit et il faut trouver des solutions pour être bien. Donc un des points fondamentaux c'est le confort des gens, et bien sûr celui qui se reçoit des objectifs en lui disant il faut absolument que ton SMED il passe de 4 heures à 3 heures, il va avoir cette espèce de pression qui va le pousser à faire travailler les gens vite, alors que c'est pas la méthode. Donc, même à ce niveau-là, il faut bien partir du départ en disant attention, c'est la phase, on va chercher des fameux mudas, les fameux gaspillages qu'on fait, c'est-à-dire quels sont les gestes inutiles qu'on fait. Quand on dit inutile, c'est vraiment inutile. Par exemple, j'avais un truc dans un des SMED que j'avais, il y avait une personne, elle devait faire un nettoyage. Pour faire un nettoyage, elle faisait 200 mètres. Elle allait dans un autre endroit, il y avait un robinet, elle faisait couler l'eau dans le robinet, faisait couler l'eau dans le seau, elle ramenait le seau, elle portait donc le seau, elle était déséquilibrée quand elle ramenait le seau, elle se mettait devant sa machine et commençait à nettoyer. On a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça ? On a dit, on va ramener le robinet à côté de la machine. Donc on a tiré de la tuyauterie et on a mis le robinet à côté de la machine, elle n'a pas besoin d'aller jusque là-bas, elle ouvre son robinet, elle se casse pas le dos à trimballer le seau et elle nettoie. Et à un moment, on lui a dit d'aller vite. On lui a dit, c'est simplement le fait de ne pas faire tes 200 mètres aller-retour et de porter un seau qui est lourd qu'on a gagné. Donc, voilà l'état d'esprit dans lequel on doit faire. La façon d'aborder, c'est faire plus simple au lieu de faire plus vite. Du coup, moi, ça m'amène 3 idées.
La première, et c'est exactement ce que vient de dire Paul-Adrien, c'est faire plus simple et pas forcément faire plus vite. C'est clair. Exactement. La deuxième, c'est que, et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être intégrer quand on fait une VSM de ligne dans l'industrie pharmaceutique. Alors, je serais assez intéressé d'avoir ton avis, Shakir, et aussi peut-être que c'est un point à noter pour nos auditeurs. Mais quand vous faites un VSM, allez identifier les points critiques, pas que ceux qui rapportent de la valeur ajoutée, et typiquement paramétrer les mentions variables de votre lot suivant. C'est une activité critique, et sur celle-ci, vous devez faire en sorte que les gens soient justement en confiance, etc. Quitte à ce que ça prenne 1 minute ou 2 minutes ou 5 minutes de plus qu'avant, mais peut-être que sur tout le reste, vous allez gagner votre heure que vous cherchez à gagner. Et donc, identifier dans le VSM les activités critiques. Et le troisième point, la troisième idée, moi, c'est que donc sur le principe faire plus simple, pas faire plus vite, c'est bien, mais du coup, la question qui ressort de ça, comment est-ce qu'on fait pour ne pas se retrouver justement avec des gens qui, de par leur volonté et c'est une volonté de bien faire, mais de mettre des démarches lean partout, vont avoir tendance à mettre la pression aux opérateurs justement pour faire plus vite. Comment est-ce qu'on fait pour éviter ça ? Comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans le modèle, Shakir, que tu viens de décrire et que je trouve déjà beaucoup plus rassurant pour moi avec mes croyances initiales pas forcément très positives. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour éviter ça en fait ? Alors, écoute, j'ai pas de. Il faut que je réfléchisse un peu parce que là, on est dans l'approche managériale du Lean. C'est assez personnel aussi quand quelqu'un embauche quelqu'un pour le Lean, ça dépend ce qui lui a été vendu. En général, quand on a les consultants qu'on a sur la place, ceux qui sont, ils ont cette bonne approche et ils aident le directeur, le directeur général, il lui attire l'attention sur les risques de dérive si on s'y prend de manière mécanique. Donc, je dirais, moi, tous les consultants que je connais, ils le prennent sous le bon angle. Il n'y a aucun consultant qui dit qu'il faut travailler de manière contraignante. Après, tout dépend du gars qui embauche le consultant, comment il voit les choses. Hein. S'il a des théories le donneur d'ordre. Voilà, sur la productivité en disant non, vous allez le faire, mais à coup de schlag. Ça tient aussi, ça tient aussi au patron. Donc après, c'est le consultant qui doit attirer l'attention. Après, le consultant, c'est pareil, ça lui fait du chiffre d'affaires ou quoi. Le consultant, quand il est honnête, quand il voit que le gars, il prend pas la bonne méthode, de dire attends, c'est pas la bonne méthode. Voilà. Mais ça, c'est de la déontologie. Hein. Je sais pas quoi dire de plus que par rapport à ça. Non, mais je pense que c'est déjà bien de rappeler justement l'importance. En tout cas, c'est ce que je retiens de ce que tu viens de dire, l'importance de la position du donneur d'ordre, quoi. Et donc finalement, le donneur d'ordre est quelque part celui qui doit être le plus vigilant à ça, parce que c'est lui le chef d'orchestre et qui va donner en gros le tempo de vers où on va. Est-ce qu'on va plutôt par là ou par là, quoi. Oui, voilà. Ouais, tout à fait. Donc voilà, là, il n'y a pas de recette miracle là. Moi, j'ai une petite solution quand même pour toi, Arnaud. C'est quand on s'attaque à un secteur, en fait, au lieu de, exactement comme tu as dit, c'est de faire une analyse de risque globale de tout le process sur lequel on va s'attaquer. Donc ça va avoir plusieurs avantages. Déjà, ça va avoir justement l'identification des points critiques où, comme tu l'as très justement dit, si on foire cette étape, c'est entre 50 et 500 000 euros qu'on met à la poubelle directe. Donc tous tes chantiers que tu as fait de toute l'année, ils n'ont servi à rien si tu rates cette étape. Et ensuite, ça va te permettre de pouvoir avoir tes changements vachement plus rapidement, comme je disais au début d'émission. L'une des difficultés, c'est justement la rapidité du changement qu'on a entre le qualiticien qui veut faire du change control et le gars de la performance qui veut amener les solutions au plus rapidement. Et du coup, si tu as ton analyse de risque qui est prête en disant voilà, ça tu peux modifier autant que tu veux, ça n'aura pas d'impact. Et ça, tu n'as pas le droit de toucher, mon gars. Si tu touches ça, ça va être là, tu vas devoir tout revalider, tu vas devoir tout refaire. Donc ça, tu ne touches pas, mais par contre, tu peux, sans le toucher, tu vois, rassurer les opérateurs, les mettre en confiance, tu vois, faire un truc bien cadré avec des poké-yoké pour pas qu'ils se trompent, etc. Ça n'a pas de problème. Mais du coup, tu peux rien d'autre changer, quoi.
Et donc là, tu auras champ libre pour tous tes chantiers. Et là, je pense que là, il y a une vraie valeur à faire, quoi. Oui, alors il y a quand même des grandes lignes qui sont recommandées. Les grandes lignes recommandées, c'est de dire on fait des petits chantiers simples qui nous permettent on commence comme ça. On commence par des petits chantiers simples et c'est le consultant, le gars qui dit où est-ce qu'on va faire les petits chantiers pour éviter de tout perturber. On va le faire dans un endroit où les gens sont motivés et on va essayer d'en tirer un peu des petits bénéfices au départ. Et une fois qu'on s'est fait la main, on prend du recul. On dit bon, ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, on a compris la mentalité, on a formé un peu les gens. Et suite à ça, après avoir fait des petits chantiers, donc on forme les gens. Dans les petits chantiers, on en profite pour former les gens. Et après, ce qui est recommandé, une fois qu'on a alors ça peut durer 1 an, les petits chantiers, les petits chantiers ici et là. Après, on se pose et on fait un diagnostic. On fait un diagnostic, donc on va faire une approche complètement générale dans laquelle on va faire ces fameuses cartographies, mais pas seulement. On va aussi regarder les performances, l'analyse des performances, comment on gère nos performances. On va regarder notre système de management, ce qu'on appelle le système de management, qui doit nous amener à faire ce qu'on appelle des AIC, c'est-à-dire des systèmes de suivi des performances sur des tableaux avec des méthodes dynamiques et rapides. On va regarder aussi, on va interviewer les employés pour savoir comment ils se sentent. Et à partir du moment où on a fait ces grandes cartographies, on va faire une feuille de route qui va nous permettre d'améliorer globalement l'ensemble de nos performances. Mais ce dont on parle quand on parle de l'opposition entre le qualiticien et le chef de production, etc., ça, ce sont des incidents de parcours qu'il faut qu'on traite au cas par cas en regardant les dérives comportementales, mais il faut qu'il y ait un extérieur qui puisse les détecter, quoi, voilà. Du coup, ça fait quand même 1 heure qu'on parle. Est-ce que vous voulez évoquer un dernier sujet Moi, je suis un fervent partisan de la théorie des contraintes. Donc, je ne sais pas si tu connais, Shakir. La théorie des contraintes, Goldratt, le but. Et donc, cette vision on identifie le goulot, on planifie sur le goulot, on lève la contrainte, donc on travaille à améliorer le goulot, et ensuite on identifie le prochain goulot, etc., etc. Et surtout cette notion de on planifie par le goulot et on rythme le site au niveau du goulot. Et du coup, je me suis toujours un peu demandé, et je sais pas justement toi ton expérience, si tu as eu cette expérience-là, comment est-ce qu'on peut arriver à coordonner des approches lean avec cette approche de théorie des contraintes? Comment est-ce qu'on les intègre l'une dans l'autre? Parce que je pense que ça ferait beaucoup de sens. Écoute, je connais pas bien. J'ai entendu parler de Goldratt. Effectivement, on m'a recommandé des lectures, mais j'y suis pas encore allé. Donc, j'aurais du mal à répondre. Quand tu parles donc, moi, j'ai une expérience en supply chain. Quand on parle de goulot, bon, je pense au goulot d'une supply chain. Et effectivement, quand on regarde en logistique industrielle, quand on veut libérer un flux, quand on veut s'attaquer à un flux, on commence par les goulots. Mais je connais pas assez Goldratt pour trop m'aventurer là-dedans. Donc, voilà, j'aurais un peu de mal à ouais, non, donner mon c'est pas avis grave, là-dessus. du coup. Ouais. C'était Bonne idée en tout cas pour un prochain épisode. C'est ça. Ok. D'accord, messieurs. Donc alors, si vous êtes tous d'accord, je pense qu'on va conclure sur ça. Donc en tout cas, merci beaucoup Shakir d'être venu défendre la position du Lean et nous rassurer surtout sur les pratiques auxquelles qui nous hérissaient peut-être un peu le poil sans fondement au final. Écoutez, je suis enchanté de ça. Alors j'espère, est-ce que ça t'a plu ce petit podcast? Oui, c'est ça, sympa, c'est une bonne discussion et puis ça permet aussi quand même de prendre du recul par rapport à ce qu'on sait. C'est comme l'histoire du vélo, pourquoi je fais du vélo, qu'est-ce qui me permet de faire du vélo et du coup d'expliquer comment on appuie sur la pédale, quoi. Non, c'était très intéressant. Eh bien super. En tout cas, tu as été l'invité du 3e épisode. On en espère qu'il y en aura plein d'autres et que peut-être on fera un autre épisode avec toi, Shakir, en tant qu'expert Lean. Bien volontiers, oui. Moi j'aimerais bien donner un petit mot de conclusion. Allez, vas-y. Parce que moi Fais-toi plaisir. J'ai retenu un truc très important de cette discussion et qui, je pense, intéressera tous les auditeurs.
Si vous voulez accélérer vos prises de décision et vos traitements des change control, faites un VSM tout de suite de tous vos process avec une bonne analyse de risque et donc une bonne description de vos process dans vos documents et une bonne analyse de risque vous permettra de bien accélérer tous vos change control. Ça, c'est clair. Et ce temps investi, c'est sûr que c'est du temps investi au démarrage, hein, mais en fait, une fois que tu as investi ce temps-là, tu n'as plus aucune crainte à avoir pour faire des change control et donc ça peut accélérer tous tes chantiers d'amélioration, y compris les chantiers de Lean et autres, quoi. Donc, voilà, c'était ma petite conclusion. Non, sinon, pour nous retrouver, comme d'habitude, suivez-nous déjà sur ce podcast pour les prochains épisodes, un épisode toutes les 2 semaines. La chaîne YouTube où vous aurez sûrement remarqué que le podcast sort aussi sur la chaîne YouTube, mais pas que. On a nos petites vidéos qui sortent un peu moins toutes les 2 semaines, mais c'est un peu plus long à faire en ce moment. Mais on essaye de tenir un rythme quand même suffisamment fréquent pour les vidéos d'astuces pour rendre la qualité plus efficace. Nous suivre sur LinkedIn, je pense que c'est le meilleur endroit où on met les vidéos, les rappels de podcast, toutes les informations, les tips, les expériences qu'on peut avoir, quoi. Voilà. Donc, je pense que j'ai à peu près tout dit pour nous suivre. Donc aussi toutes vos plateformes de podcast habituelles. Et on vous retrouve dans 15 jours pour l'épisode 4. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir, merci encore. Ouais, merci aussi.